Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Shin Tok Tok à votre porte qui cette fois-ci sera consacrée au Lenovo A399. Donc qu'est-ce que le Lenovo A399? C'est ce téléphone, enfin la boîte que vous voyez devant vous. C'est un téléphone 5 pouces sur Android KitKat 4.4 à 45 € environ hors taxe avec livraison comprise. Donc ce téléphone je l'ai acheté chez TinyDeal au prix de 48,12 €, donc il était un peu plus cher quand je l'ai acheté. Et je l'ai fait venir justement à l'origine par DHL. Et sincèrement, je le regrette pour deux raisons. Première raison, j'ai payé quasiment aussi cher de téléphone que de livraison. C'est totalement dérisoire. J'ai dû payer en tout 34 € de livraison. Enfin, entre les frais de port plus les frais qui te font payer à l'arrivée. Bon, bref, c'est de la merde. Et deuxième chose, le test entre guillemets solidité DHL. Donc, c'était le but originel, c'est le fait de le faire venir par DHL. Parce que DHL a la fâcheuse tendance à tout casser en termes d'électronique fut gâché parce que TinyDeal a trop bien fait son boulot en mettant ce téléphone. Il faut que je retrouve la poche dans mes placards. Pour ça, je me suis éloigné. Alors, où est-elle la poche? Elle est là. Parce que TinyDeal, dans la poche de DHL, qui est toute moisie, a eu la trop bonne idée, si je l'ai gardé. D'accord, je l'ai pas gardé. Bon, bref, je l'ai pas gardé. Dommage. Bref, DHL avait la mauvaise idée de faire ça comme ça. Et TinyDeal a rajouté une poche à bulles dans l'enveloppe de DHL. Donc, encore une fois, il ne faut jamais prendre DHL pour de l'électronique importée. Il faut plutôt choisir European Express ou Post and Air Mail. Enfin, c'est ce que TinyDeal propose en général. Sur les autres sites, vous pourrez sûrement les retrouver, sous d'autres noms. Passons tout de suite à l'unboxing de la boîte. Donc, la boîte de Lenovo est toute simple. En même temps, ça se comprend sur un téléphone entrée de gamme. On va dézoomer pour la voir entièrement. Donc, Lenovo en haut. A399, c'est la référence du modèle. Vraiment un tout petit motif tout simple, déjà vu. À gauche, rien du tout. Derrière, nous avons des choses marquées en chinois. Bref, voilà. À droite, rien du tout. Devant, on a déjà vu. En haut, l'autocollant de TinyDeal avec le marquage de Lenovo. Et en dessous, une petite étiquette avec certaines choses marquées. Donc, il n'y a pas les emojis, je peux la laisser. Donc, on voit que le téléphone est un 4 Go de mémoire de stockage. On voit qu'il est WCDMA, donc il fait la 3G de chez nous. De la chinoiserie. Bref, rien de spécial. On va tout de suite ouvrir la boîte. Et cette boîte, comme vous allez voir, est très bien faite, malgré que ce soit un entrée de gamme. Au-dessus, vous voyez ici que je tire, c'est le téléphone, qui est dans un berceau. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée. Ça, pour le prix, j'ai été étonné de voir que ça a été aussi bien rangé. Et qu'est-ce que nous avons ensuite? Donc en fait, j'ai remis la boîte dans un état originel pour vous montrer comment ça peut arriver. Vous avez un chargeur secteur avec la prise chinoise et américaine, si je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment d'excellente qualité, il faut le souligner. C'est vraiment un super adaptateur secteur. Et TinyDeal vous fournira avec un petit adaptateur, prise chinoise à prise française, européenne. Et celui-ci, par rapport à d'autres téléphones, tient très bien. Donc vraiment, celui-là, par exemple, si on prend une prise de courant, il ne se retirera pas au moment où vous tirez le téléphone. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons de la notice, sauf que cette notice, bien sûr, elle est en chinois, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Et dernière chose, même si j'ai pas lancé dans son petit truc, un câble micro USB tout à fait correct en termes de diamètre et de longueur. Donc voilà, un bundle vraiment satisfaisant pour un téléphone à 45 €. Donc j'ai déballé le téléphone et je vais pouvoir en faire un tout petit tour. Donc à l'avant, on a un écran de 5 pouces 480p, on va en parler tout de suite après. Nous avons les 3 touches Android, je pense qu'on va pouvoir les voir ici, voilà, les 3 touches Android. Pas de caméra frontale, pas de capteur de luminosité de proximité, donc voilà. Prise micro USB, prise jack 3.5 mm. À gauche, nous avons rien du tout. Voilà. À droite, nous avons. C'est vraiment dur à faire parce que du noir sur du noir, c'est compliqué. Là où il y a mon doigt, le bouton on-off. Là où il y a mon doigt maintenant, le bouton de volume plus-moins. En dessous, rien du tout, si ce n'est normalement, si pas de bêtises, un micro. Non, il n'y a pas de micro en dessous. Je vais dire, où est-ce qu'il y a le micro? Je sais plus. Ah là là. Ce téléphone, en fait, je fais la vidéo maintenant et j'ai déjà testé depuis un certain temps. Donc. C'est. Voilà. Alors, je recherche le micro. Il est où le micro? Je sais plus. Hop. Vu. Je sais plus. Et voilà, il est là. Je l'avais perdu. Ça va être très dur à voir. Une fois de plus, la petite encoche ici, c'est le micro. Donc voilà. À l'arrière, un capteur photo de 2 mégapixels, sans flash, le haut-parleur, le marquage Lenovo. Et c'est tout pour le tour du téléphone. Donc, passons tout de suite à la partie de test. Donc juste avant de commencer la partie hardware, partons comme d'habitude des temps de démarrage et d'arrêt. Donc le temps de démarrage, là je vais en parler en deux fois parce qu'il y a le temps de démarrage avec la fonction qui s'appelle Quick Start et sans la fonction Quick Start.
Donc avec la fonction Quick Start, nous avons un temps de démarrage qui est d'environ 25 secondes, quand il est de 30 secondes sans ce fameux mode. Le temps d'éteignage est de 23 secondes sans le mode et de 25 secondes avec le mode. Donc je trouve ce mode de Quick Start assez inutile, mais bon, passons sur ce point-là, c'est pas très important. Est-ce qu'il y a une musique de démarrage? Oui, et il y en a aussi une à l'éteignage, mais bon, c'est pas une musique super désagréable, on passera là-dessus. Et commençons tout de suite la partie hardware en parlant de l'écran. Cet écran est un écran de 5 pouces qui est en définition WVGA, c'est-à-dire 800 pixels par 480 pixels. Sa technologie, c'est un IPS TFT, donc voilà, c'est pas un écran non plus de super qualité. Ça fait 187 pixels par pouce pour ce qui est de la densité de pixels, donc disons que c'est pas très haut, mais bon, la qualité d'affichage de l'écran, elle est très décente, je vous l'assure, pour un écran seulement 480p. Nous avons de bons angles de vision horizontaux, excusez-moi. Nous avons de bons angles de vision horizontaux, même si c'est toujours dur de montrer en caméra. Par contre, quand on passe à la verticale, là, d'un côté c'est trop fort, d'un côté c'est trop bas. Donc c'est dans l'autre sens, il est moins bon cet angle de vision. La colorimétrie est très sympathique, et notamment comme vous pouvez voir, le bleu est éclatant sur cet écran. C'est vraiment le bleu qui est dominant sur l'écran, c'est par rapport à d'autres qui sont un peu jaunes, un peu rouges. Là, celui-là est vraiment, on va dire qu'il est fort dans le bleu. Donc voilà. Le tactile, c'est un tactile capacitif 2 points. Je vais essayer de vous le montrer maintenant avec Multitouch Tester, comme d'habitude. Non, c'est pas ça. Toujours mon petit viewfinder qui me pose des problèmes. Multitouch Tester, voilà, donc il a gardé dans le logiciel 2. Alors sur un point, c'est, disons pour un téléphone à 50€, assez réactif. C'est meilleur que le Ulfone Beetle par exemple, voilà. Par contre sur 2 points, c'est vraiment une autre affaire, c'est bien moins réactif. Donc ça peut poser peut-être quelques problèmes quand vous tapez des SMS, donc le conseil que je vous donne si vous tapez des SMS dessus, c'est de taper tout simplement moins vite. Parce que quand vous tapez un peu trop vite, comme vous voyez, il ne détecte pas tous les appuis. Donc voilà, c'est pas très grave, vous serez juste à baisser votre cadence de SMS, mais il faut rappeler que pour un téléphone à 50€, c'est pas mal du tout. Alors les bordures d'écran sont pas très larges, c'est plutôt agréable, on voit que le design a été bien fait, donc, je vais vous le montrer un peu plus près. Voilà, c'est pas très large. Et comme en plus c'est fait en plastique, ça va bien encaisser les coups, donc je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est bien fait. Et si on doit parler rapidement de la vitre, elle est moyennement solide selon moi. Parce que comme vous pouvez voir, je l'espère, on peut faire des déformations, pas très visibles, mais qui sont plutôt larges. En fait, elles vont être plus larges que d'habitude, mais bon. Sincèrement, je pense que si il prend un pet sur l'écran, il cassera pas du premier coup, ça c'est quasiment sûr. Mais voilà, ça fera une large déformation. Et pour ce qui est de... Bah tiens, pendant tout de suite pour une fois. Pour ce qui est de la résistance, on va dire, globale. Comme vous pouvez entendre, le derrière se déclipse un petit peu, mais voilà, il se tord pas trop, il est plutôt solide. Donc c'est pas mal. Donc c'est plutôt solide en apparence, mais l'écran peut avoir un petit peu de faiblesse, mais c'est pas très grave. Et comme d'habitude, nous allons regarder une ou deux petites vidéos, celle-ci sera 2. Et d'ailleurs, je vais pas vous montrer une autre vidéo que d'habitude. D'une chaîne YouTube qui s'appelle Keepstone End 3 petits points. Donc vous pouvez déjà entendre un petit peu le haut-parleur. Donc voilà, je vous rappelle, la chaîne YouTube c'est Keepstone and 3 petits points. Donc je mettrai le lien en description, c'est vraiment... J'ai découvert cette chaîne très récemment, c'est super sympa. Et puis en plus, voir enfin des filles, enfin, parce que j'en vois pas tant que ça au final, voir des filles qui sont sur YouTube avec de manière aussi, on va dire, assurée et convaincante, ça fait plaisir. Ça change du gros tas de mecs qu'on voit d'habitude. Alias Cyprien, Squeezie. Bon. C'est pas le but de critiquer sur cette vidéo. Et comme vous voyez, c'est fluide, c'est super fluide. Et c'est une vidéo 720p. Donc voilà, lien en description si vous voulez aller voir cette vidéo et d'autres d'ailleurs qui sont super sympas. Et maintenant, vidéo 1080p, voyons si ça marche. Par contre, c'est toujours la même. Alors, comme vous pouvez voir, l'écran fait quand même pas mal de reflets. Bon, je vais pas remarquer ça pendant mon test. On va quand même baisser le son pour que je puisse parler. L'image est belle, hein. Même si c'est une vidéo 1080p, ça diffuse bien sûr en 480p. On va essayer de faire un zoom pour voir si on voit les pixels. Ouais, on voit les pixels. Ça se remarque. Mais voilà, c'est pas non plus très criard. C'est vraiment un très bon écran 480p, j'insiste.
Donc voilà, pour ce qui est du point de l'écran, sincèrement, pour le prix, il n'y a pas à se plaindre. Et comme vous pouvez voir, le lanceur se recharge, et ça on en parlera tout le long de la vidéo, et aussi dans la partie logicielle. Pour ce qui est des touches système, cette fois-ci elles sont vraiment, on va dire, très simples. Le bouton du milieu sert à faire Home, et quand vous restez longtemps appuyé dessus, ça fait venir le multitâche, donc je vais essayer de vous montrer rapidement. Voilà, hop. Quand vous restez appuyé longtemps dessus, ça fait venir le multitâche qui s'affiche, pardon, excusez-moi, de cette... Oh là là, purée, j'ai du mal. De cette manière-là, il suffit juste de faire ça avec vos applications pour les virer, on en reparlera tout à l'heure. De ce côté-là, c'est le bouton menu qui sert à gérer les thèmes, ajouter des pages, le fond d'écran, voilà. Et la touche droite qui fait retour et simplement retour, donc sur ce point-là, pas grand-chose à dire. Pour ce qui est du son sortant de la prise jack, il est de bonne qualité, je trouve, il est plutôt bonne qualité, mais il peut paraître un petit peu moins puissant que d'habitude. Donc je l'ai testé avec mon casque Sony habituel, enfin mes deux casques Sony habituels, et je trouve que le son est un peu moins fort que d'habitude, mais bon, étant donné que je n'ai pas d'écouteurs à donner avec le téléphone, bah j'ai fait ce que j'avais. Mais bon, c'est de bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de capteur de luminosité, il n'y a pas de capteur de proximité sur ce téléphone, donc ça c'est un petit compromis qui a été fait. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'en parle maintenant. Bon, j'ai fait une bêtise, bon, c'est pas grave. Je la laisserai au montage, pas grave, non pas grave. Voilà. Pas de capteur de luminosité, pas de capteur de proximité. C'est un des compromis qui a été fait pour rendre ce téléphone aussi attractif à ce prix-là. Pour ce qui est du son sortant du haut-parleur dorsal, on va encore une fois en reparler. Il est de qualité tout à fait satisfaisante pour le prix, ça faut vraiment le souligner une fois de plus. Il est meilleur que le Ulfone B-Touch et le Elephone P7000, donc c'est vraiment incroyable de battre des téléphones qui valent 4 fois plus cher. Il manque clairement de basse, ça je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, le son est largement écoutable malgré ce manque de basse et de médium. Donc on va essayer de trouver un titre sans droit d'auteur si possible. Moi je vais essayer de le trouver. J'espère que je l'ai synchronisé. Bon, je fais un petit recherche en dehors de l'écran, sinon ça ira sur YouTube. Hein. On va reprendre l'autocross. Hein. À fond sur le micro. Donc je vais changer d'éviseur, hop, sur la table. Donc le son est pas hyper puissant, on va pas se mentir non plus, mais il est de bonne qualité. Et ça c'est le principal. Maintenant un autre titre. Voilà. Et là sur un titre qui demande moins de basse, qui demande plus de médium, le son est encore plus puissant. D'ailleurs je vois que sur mon ordinateur le micro est en train de saturer, donc je vais appuyer un peu. Sur la table. Donc sincèrement, le haut-parleur est très satisfaisant. Pour le prix, il est très satisfaisant. Déjà le fait d'avoir un haut-parleur à l'arrière à ce prix-là, c'est pas tout le temps qu'on en a, on va pas se mentir. D'habitude, des fois c'est l'écouteur de devant qui sert de haut-parleur, donc on va pas se plaindre. Il est de très bonne qualité et surtout ça permet, on va pouvoir en parler en même temps, de faire que le son qui sort de l'écouteur en appel est au lieu aussi très satisfaisant, pas de souci pour cela. Pour ce qui est du micro du téléphone, il n'y a pas de souci avec celui-là, il est de bonne qualité en appel et en vidéo. Pour ce qui est du port micro USB, pareil, tout à fait normal, débit de transfert normaux là-dessus, rien de révolutionnaire. Pour ce qui est du seul appareil photo sur cet appareil, il est de 2 mégapixels et il est capable de filmer en 1080p. Sincèrement, pour un appareil photo de 2 mégapixels, j'ai été plutôt surpris, on va pas se mentir. La qualité des photos, je trouve plutôt correcte en haute lumière, et elle peut être sauvée en basse lumière si on ajoute un petit flash externe à l'appareil photo. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur le colis à 20€ numéro 2 que j'ai posté il y a environ une semaine si je dis pas de bêtises, voilà. J'ai été sincèrement surpris par la qualité photo, même si elle est loin d'être exceptionnelle, on va pas se mentir non plus, c'est pas la qualité d'un haut de gamme, mais pour le prix ça fait clairement son job, même s'il n'y a pas d'autofocus dessus. Pour ce qui est de la qualité vidéo, le téléphone est capable de filmer en 1080p. Bon, moi aussi j'ai du mal à y croire quand j'ai vu ça dans les menus. La qualité elle est acceptable en pleine lumière, mais voilà, c'est pas très beau en luminosité plutôt faible. Mais sincèrement c'est normal, on va pas se mentir, encore une fois pour le prix. Et je trouve que c'est une bonne idée le compromis de la caméra frontale pour avoir une caméra dorsale qui est correcte pour le prix. Sincèrement c'est mieux d'avoir une caméra 2 mégapixels à l'arrière et aucune à l'avant, plutôt que par exemple comme la Q88 avoir deux caméras 0,3 mégapixels qui sont toutes pourries. Donc voilà, et s'il reste des photos, des vidéos, je vous les montre maintenant sans voix. Un petit test vidéo du Lenovo A399, donc comme vous pouvez voir en pleine lumière, bah, c'est convenable, hein. C'est convenable. Alors, il est marqué sur les détails de l'appareil photo qu'il pourrait filmer en 1080p. Il a l'air de le faire parce que dans les détails il marque largeur 1920, longueur 1080, 8 d'ailleurs.
Donc je ne sais pas, mais bon, la qualité est convenable, mais pour du 1080p, c'est moche, hein, pas se mentir. Bon, il n'y a pas d'autofocus, c'est un 2 mégapixels, donc on va pas y en vouloir. Et ce qui va suivre, c'est une prise de vidéo en extérieur. Une petite vidéo en extérieur. Comme vous pouvez voir, les couleurs sont plutôt belles. Alors, la qualité vidéo, bon, encore une fois, elle est pas mauvaise, hein. Pas mauvaise du tout. Le framerate est, j'ai envie de dire, si je bouge un peu, 20 images secondes. Sympathique, les couleurs sont pas trop mal. Enfin, faut se rappeler, on a 45 €. Bon voilà, ça pourra faire du dépannage en pleine lumière. Je vais maintenant ouvrir le capot de ce téléphone pour pouvoir vous montrer ce qu'il a à l'intérieur. Donc pour ouvrir ce téléphone, vous avez, si je dis pas de bêtises, voilà, une petite encoche ici. Non, le focus est fait, oui. Et il faut juste simplement tirer dessus, voilà, clac. Et le haut s'en va. Et puis la batterie, enfin, le cache batterie s'en va assez facilement. Donc c'est pas une mauvaise chose. Et sincèrement, ce cache batterie, il respire un peu la qualité quand même. Il est pas trop mou. Et voilà, bon, il se défait facilement, mais bon, en le faisant tomber, il s'est jamais défait. Parce que oui, ce téléphone a pris des gamelles. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous avons deux ports pour carte SIM au format mini SIM. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre votre carte SIM dans le port 1 si vous voulez avoir la 3G. Le focus ne se fera sûrement pas. Ah si, il est fait. Donc voilà, WCDMA GSM, c'est 3G, 2G. Et pour le port SIM 2, c'est seulement GSM. Donc ça fera le téléphone, voire la 2G. J'ai mis une carte SD de 64 Go dans le port pour carte micro SD. Donc voilà, il y en a un. La batterie qui est ici est une batterie de 2000 mAh qui offre des autonomies plutôt convenables, on va en parler après, même vraiment très convaincante. Le petit scotch de la batterie que j'ai collé sur la batterie pour pas l'oublier quand on en parlera. En bas, il y a une sorte de petit truc en métal, je sais pas ce que c'est. Et donc, comme sur d'autres téléphones, les boutons sont incrustés dans l'appareil, donc ils s'en vont en même temps. Notamment comme le Zenfone 2 avec son bouton power, ils s'en vont quand on défait le cache batterie. Je trouve que c'est pas une superbe idée, mais bon, on verra sur le long terme, sachant que ce téléphone aura lui aussi un test sur le long terme, parce que je vais le donner à quelqu'un, pour qu'il s'en serve de manière extensive et de manière bien intensive. Donc voilà pour le derrière. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Tout simplement, oui, au niveau des ports SIM, c'est un dual SIM standby, donc il est impossible, par exemple, à l'instar du Zenfone 2, de recevoir deux appels en même temps. La réception 3G sur ce téléphone est tout bonnement excellente, je ne vais pas vous mentir. Vraiment, j'ai toujours eu une très bonne réception, même des fois meilleure qu'avec d'autres téléphones. Il supporte la 2G 900 MHz, donc la 2G française, et il supporte la totale 3G française avec les bornes de 900 et 2100 MHz. Et pour ce qui est des débits, ils sont tout à fait normaux en 3G H+. Pour ce qui est des ports pour carte micro SD, comme vous l'avez vu, c'est une carte SD de 64 Go que j'ai mis dedans et qui fonctionne parfaitement et qui est d'ailleurs un gros point fort, on en reparlera plus tard, hein. Même on peut en toucher quelques mots maintenant. Stockage, carte SD qui est pris en compte et qui m'a permis d'installer plein de choses. Voilà. Comme vous avez vu, il y a déjà 15 Go de prix. On dira pourquoi tout à l'heure, j'en ai pris autant pour ce test. Donc voilà, maintenant passons au point qui va dire critique sur un téléphone, selon moi, les autonomies. Donc je prends un petit twist parce que je ne les connais pas par cœur, parce que je fais beaucoup de tests d'autonomie. En déchargeant plusieurs fois les batteries sur différentes utilisations, des plus légères aux plus lourdes, entre guillemets. Donc, pour ce qui est de l'autonomie polyvalente, donc ce que j'appelle l'autonomie polyvalente, c'est quand je me sers de ce téléphone comme mon smartphone personnel, quand j'ai mis ma carte SIM, que j'utilise en pleine journée, que je l'utilise dans ces usages, on va dire, quotidiens pour moi, donc être connecté en 3G, les réseaux sociaux, YouTube, des vidéos, des jeux, tout ça, voilà, blablabla. J'obtiens entre 3h33 et 4h30 d'autonomie polyvalente. C'est vraiment du très bon. C'est les meilleures autonomies que j'ai pu voir depuis le début que je fais mes vidéos. Pour ce qui est de l'autonomie en activité très légère, on est aux alentours de 8 heures, donc c'est pas trop mal. Pour ce qui est de l'autonomie en jeu vidéo, encore une fois, du très bon, parce qu'on est entre 4h15 et 4h30 d'utilisation en jeu vidéo, suivant les jeux que vous utilisez. Et sur le test que j'ai fait, on va dire, en utilisation réelle de jeux vidéo, en ne faisant que ça sans s'arrêter, le téléphone a tenu 4h22, ce qui est aussi pour l'instant un record. Pour ce qui est d'autonomie YouTube, on est à 6h25, mais seulement en 320p, parce que l'application YouTube ne supporte que le 320p, c'est un point négatif. Et avec une vidéo sur MXPlayer en 720p, j'ai pu tenir 7h30. C'était tout bonnement excellent, là-dessus il n'y a rien à dire. Et enfin, le temps de recharge moyen est d'environ 3 heures, de 0 à 100%. Alors c'est un petit peu lent, à pas se mentir, mais vous atteignez les 50% en environ 1 heure, donc ça sauve un petit peu les meubles. Donc bref, en résumé, l'autonomie est le gros point fort de ce téléphone, qui pourra tenir largement plus d'une journée en usage intensif. Mais en même temps, est-ce que c'est réellement adapté à... Enfin, est-ce que ce téléphone est adapté à ce type d'usage? On peut se poser la question.
Et si vous avez une utilisation normale à légère, vous pourrez tenir largement plus de 2 jours. Vraiment une excellente autonomie sur ce téléphone. Parlons maintenant des connectivités. Donc pour ce qui est du Wi-Fi, il est de type B, G et N. Il y a une très bonne réception en Wi-Fi. Les débits sont tout à fait normaux en ADSL. Et je n'ai pas remarqué de décrochage intempestif pendant ma période de test. Pour ce qui est du Bluetooth, le Bluetooth qui est utilisé dedans est un Bluetooth 4.0. La connexion elle est stable et c'est encore une fois meilleur que l'éléphant mort, l'éléphone P7000 et le Nullphone, le Ulphone B-Touch, qui coûte chacun 200 euros. Impossible. Par contre, j'ai pas pu faire de test quand ça s'appelle avec ma montre connectée Android Wear et on en reparlera encore une fois dans le logiciel. Pourquoi ça ne marche pas? Pour ce qui est du son avec mon casque Bluetooth, il est très fort. Sincèrement, en Bluetooth, vous pouvez vous percer les tympans avec avec la connexion, enfin en connexion Bluetooth. Sinon, c'est du très bon et surtout c'est stable. C'est très stable. Pour ce qui est de GPS, il n'y en a pas dans cet appareil. Donc, si vous voulez avoir une sorte de localisation, vous ne pourrez vous servir que du Wi-Fi et des réseaux 3G. Donc, c'est un peu limité, mais bon. À ce genre de prix-là, c'est normal de ne pas avoir de GPS. Normalement, quasiment aucun téléphone ne l'a. Pour ce qui est du reste des connectivités, il n'y a pas de gyroscope, pas de NFC, pas d'infrarouge, pas d'aide de notification, mais comme d'habitude, en logiciel, vous avez la présence de l'accès au VPN et du partage de connexion 3G. Pour ce qui est des benchmarks, donc comme d'habitude, j'ai essayé de faire tourner des benchmarks sur ce téléphone. Tous n'ont pas fonctionné, notamment parce que ce téléphone a trop peu de RAM pour faire fonctionner certains benchmarks qui demandent 1 Go de RAM minimum. Donc c'est vraiment pas l'intérêt ici de vous montrer des résultats en pagaille et de vous dire à quoi ça correspond. Donc pour ceux qui connaissent les benchmarks, vous connaissez le dicton. Et vous pouvez retrouver tous ces résultats dans la fiche descriptive que j'ai créée pour ce téléphone dans la description. Avec les autonomies, la fiche descriptive, la fiche technique qui résume tout, blablabla. Blabla. Pour ce qui est des jeux 2D qui ne sont pas trop demandeurs en graphisme, là-dessus aucun problème, et j'aurais envie de dire heureusement, parce que le Mediatek MT6582, même en version M, est largement capable de faire tourner des jeux qui n'ont pas besoin de beaucoup de graphisme. Surtout sur une résolution qui n'est que 480p. Donc le jeu que vous pouvez voir à l'écran c'est Hill Climb Racing, et un jeu qui est d'ailleurs assez vieux, et tout marche parfaitement. Pour ce qui est des jeux 2D qui demandent un peu plus de ressources graphiques, là aussi, il n'y a aucun problème selon moi. Ça tourne vraiment pas trop mal. Et sur Galaxy Zero, donc c'est un jeu qui quand même demande pas mal de, ça s'appelle de ressources GPU parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de choses qui sont affichées à l'écran, des boulettes, des vaisseaux qui dans tous les sens. Donc voilà, c'est un jeu qui a vraiment de la demande au niveau de GPU. Et ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire que c'est entre 20 et 25 images secondes, ce qui est tout à fait correct, surtout sur un téléphone à moins de 50 euros. Sur un jeu 3D bien optimisé comme Riptide GP2, là aussi on voit que ça marche vraiment plutôt bien. Et comme je vous ai montré à l'écran juste avant, les graphismes sont gérés à fond, en plus de ce que j'ai rajouté encore plus pour alourdir la tâche. Et vraiment ça marche plutôt bien, hein. Bon, est-ce que vous pouvez voir, je galère parce que justement à cause de l'accéléromètre qui est vraiment pas très bon, qui sert vraiment qu'à l'orientation, et le fait qu'il n'y ait pas de gyroscope, bah, je suis obligé de naviguer au tactile, ce qui sur ce jeu n'est pas très pratique. Mais sinon, ça tourne vraiment très bien. Ça tourne aussi vite que sur que sur Galaxy Zero, donc le jeu que vous avez vu juste avant. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très agréable sur un téléphone à moins de 50 euros de pouvoir avoir des jeux 3D qui tournent aussi bien.
Par contre, quand on rentre dans l'univers des jeux 3D qui demandent vraiment de la ressource et qui sont pas très bien optimisés, là par contre on commence à avoir des lenteurs, on voit que le jeu est pas du tout à l'aise, enfin l'appareil est pas à l'aise à faire tourner par exemple comme vous voyez à l'écran Sonic Dash. Donc Sonic Dash c'est pas un jeu qui est super bien optimisé, qui en plus a quand même de la demande au niveau du GPU. C'est normal, d'une, le GPU est pas très... Enfin dire qu'il est pas très puissant mais bon, il reste quand même sympathique, c'est un double cœur à 433 MHz si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est surtout le fait qui fait que ce jeu rame, c'est la RAM. Il y a trop peu de RAM. Donc est-ce que vous pourrez voir après sur un dernier jeu que je vous montrerai, pour vous montrer vraiment que la RAM est insuffisante, on peut libérer au maximum que environ 200 mégas, ce qui est vraiment très faible sur un téléphone à 500 mégas de RAM. Normalement on est plus au niveau des 300, mais bon, on en reparlera dans le logiciel sûrement. Là, on voit que Sonic Dash galère un petit peu, mais c'est parce que le téléphone fait un maximum de place en RAM. Il vire des choses au fur et à mesure, ce qui montre en fait les saccades et les moments où il ralentit, c'est ça, c'est le fait qu'il fait de la place en RAM. Malgré tout, le jeu reste comme plutôt jouable, même si c'est vraiment limite là, mais bon. Ça sent, encore une fois, c'est pas sûr que sur un téléphone à 50 €, on ait cette demande là au niveau de, simplement de l'appareil. Enfin, un dernier jeu que j'ai envie de vous montrer, même s'il n'était pas prévu sur la liste, c'est Lara Croft Relic Run. Donc pourquoi je montre ce jeu-là? Parce que ce jeu-là a tendance à ne pas fonctionner sur les appareils ayant pas assez de RAM libre en arrière-plan. Donc là, est-ce que vous allez pouvoir voir, et à ma grande surprise, le jeu se lance déjà, parce que j'ai eu beaucoup de fois où le jeu carrément s'est arrêté avant même de pouvoir se lancer, parce qu'il avait pas assez de RAM. Là, j'ai bien fait, ça s'appelle un nettoyage de la RAM complet avant d'avoir lancé le jeu. Et sincèrement, je vous avoue, je vous mens pas, c'est la première fois que je le vois tourner aussi longtemps sur ce téléphone. Donc parce que, étant donné qu'il a tourné longtemps, là, je vais accélérer la vidéo, même si c'est pas déjà fait. Et je vais essayer d'accélérer la vidéo jusqu'au moment où le téléphone n'aura plus assez de RAM pour pouvoir afficher le jeu. Et vous allez voir que ça crache, ça retourne à l'écran. Mais ce qui est étonnant, et encore une fois je vais essayer de vous le montrer là à l'écran, c'est que le jeu est fluide. Le jeu est plutôt fluide et un coup va se mettre à cracher. C'est pas à cause du processeur, le processeur est assez puissant pour faire fonctionner le jeu, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment le manque de RAM qui fait que ce téléphone, sincèrement, avec une barrette d'1 Go de RAM, ou simplement avec une puce d'1 Go de RAM dans le téléphone, ça aurait été le téléphone parfait. Il l'aurait fait à 60 €, je l'aurais compris, sincèrement, ça aurait été le téléphone quasi parfait, sauf à cause de la caméra frontale qui manque. Donc voilà pour le point des jeux, et nous allons revenir sur la table pour continuer le test, notamment du côté logiciel. Donc nous revoilà face à la table, et si on devait terminer un peu cette partie de jeu, ce serait en disant tout simplement que on voit vraiment la limitation que pose la RAM dans cet appareil. Sincèrement, il aurait 1 Go de RAM, je pense que tous les jeux du Play Store quasiment passeraient. Parce que le MT6582, même en version M, je pense que sur une résolution 480p, il est superbement adapté. Donc c'est dommage, mais bon, à ce prix-là, aucun téléphone n'a 1 Go de RAM. Donc il faut aussi noter que les temps de chargement sont plus longs que ce soit sur les jeux ou sur d'autres applications. Donc pareil, c'est normal, c'est du fait que voilà, le peu de RAM, le processeur qui est pas non plus une bête de puissance, et le fait que ce soit aussi Android 4.4, alors que maintenant on est quand même pour beaucoup habitué à Android 5.0 qui, étant donné qu'il ne code plus en Dalvik mais il code en ART. Et bref, voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire, et passons maintenant à la partie software. Donc ce téléphone, j'en ai parlé juste avant là, et vous avez pu le remarquer, ce téléphone tourne encore une fois sous Android, bon c'est la généralité des téléphones chinois, et il tourne sous Android de device information, Android 4.4.2. Excusez-moi pour le petit, j'ai une petite bulle. Android 4.4.2 en version KitKat, voilà, pas de souci. Le petit artwork de KitKat, voilà, pas de souci. Donc là-dessus, et Android 4.4 est agrémenté de la surcouche de Lenovo qui s'appelle Vibe, qui est ici dans la version 5, enfin 5. 1.5, c'est mieux, je m'inverse un peu les pinceaux. Et la surcouche est surtout esthétique, c'est ce qu'il faut noter. Donc on va reparler après. Parlons d'abord du point qu'on a parlé juste avant, la gestion de la RAM.
Donc sur les 512 Mb de RAM, il y en a environ que 100 qui sont pris par Android, donc c'est pas trop mal non plus, on va dire, derrière les applications qui sont RAM. Et souvent, on navigue entre 130 et 180, parfois 200 Mb de RAM pour lancer les applications. Donc on va regarder sur l'application que j'utilise d'habitude, Quick System Info. Donc, sincèrement, c'est assez peu, on va pas se mentir. Normalement, les téléphones comme ça, tiens, on va libérer toute la RAM pour essayer de voir comment ça peut faire. Tiens, ça veut dire que c'est pas recharger le lanceur. Hop, non, disque info. Ça, disque info, c'est encore plus technique. Je contrôle plus rien là. Voilà, Quick System Info. Donc là, on est en relâché toute la RAM une fois. Nous avons environ 100 Mb de RAM. Donc là, c'est vraiment un truc qui a quasiment rien lâché. 100 Mb de RAM qui sont encore disponibles. Donc c'est vraiment peu. Et ça va être très juste pour lancer des jeux gourmands. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure avec Relic Run, ça fonctionnait, mais au bout d'un moment, ça a planté. Et par exemple, si on prend un jeu comme Asphalt 8, que j'ai quand même réussi à installer sur cet appareil, je vais accélérer maintenant jusqu'à la lancée du jeu. Donc voilà, on va lancer la course maintenant, voir si elle démarre cette fois-ci. Sachant que juste avant, je viens de purger la RAM. Et si ce jeu fonctionne maintenant, sans se cracher, eh ben je vais appeler Monsieur Bonaldi, hein. C'est encore une fois. Hein. Mais bon, espérons quand même qu'il ne fasse pas de fausses surprises. Alors il va peut-être démarrer et tout d'un coup, pendant la séquence de chargement, va cracher, ou peut-être qu'il crachera avant, on va voir. Mais comme Rolly Crown a déjà fait des surprises, pourquoi pas Asphalt, hein, tant qu'on y est. Hein. Voilà. Puis assez de RAM, et hop, on revient sur le lanceur. Donc voilà, pour les jeux, considérez-vous en monotâche, parce que même des fois la musique peut être virée de la RAM, ça m'a fait bizarre, mais bon. Donc j'ai serré les dents et j'ai compris, parce que en fait c'est dans tous les jeux qui sont ici, là, dans le dossier RAM Issues, en anglais, bah voilà, que la musique se vire en multitâche en plus de virer le jeu. Et pour les tâches, on va dire, quotidiennes, donc sur des applications qui sont bien optimisées et légères, considérez-vous en dual task ou en triple task, donc en 2 ou 3 tâches maximum pour garder vos applis en arrière-plan. Donc comptez pas sur Facebook et tout comme ça qui prennent déjà quasiment toute la RAM disponible. Donc en résumé, ce téléphone gère comme il peut ses 512 Mb de RAM et malgré ses rechargements de lanceur assez fréquents, la gestion de la RAM, sincèrement, n'est pas des pires, même si 1 Go de RAM aurait rendu ce téléphone plus performant et je pense irréprochable pour la gamme de prix. Donc parlons maintenant un peu d'une panneau de notification et de Quick Settings qui est ici modifié par la surcouche. Il est en gris. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, donc oui ça se voit. Là il est tout en gris. Et il reprend les codes dessus d'Android Stock, on va pas se mentir, notamment les gestes d'activation, parce que normalement si vous ne savez pas Android Stock, ça fait apparaître les Quick Settings en haut et les notifications, donc normalement les notifications seulement, et deux doigts font apparaître directement les Quick Settings. Ça c'est un truc qu'on n'a pas eu sur le Lollipop et qui est sincèrement excellent. Enfin, sur le Lollipop, maintenant, je sais pas. Parce que sur beaucoup de téléphones Lollipop, Mediatek, ça le gère pas. Sur d'autres, je sais que ça le gère, mais bon, voilà. Par exemple, sur le Asus Zenfone 2, je n'ai pas parlé, mais si vous faites ça, vous avez accès directement au déroulement du panneau entier, ce qui est excellent. Donc ça, c'est ces gestes d'activation-là, je les adore sur KitKat. Pour ça que souvent, je dis souvent que je préfère KitKat à Lollipop sur ce point-là, mais bon. Lollipop est vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide que KitKat, qui est déjà un OS qui est déjà excellent. Et pour les seuls ajouts, j'ai juste oublié, je vais vous montrer, les deux seuls ajouts qu'il y a dans les Quick Settings, c'est un panneau, si ça va bien faire le focus, screenshot, bon en même temps il y a du reflet, sur le panneau screenshot, voilà, et un panneau, il y a consommation de données, et keyguard qui vous permet simplement de éteindre l'écran, donc voilà, c'est un bouton qui n'est pas très utile je trouve, mais bon, il est ajouté. C'est plutôt original et voilà, ça reprend les couleurs, j'en reparlerai juste après, de l'EWA sur certains points. Parlons maintenant du lanceur d'application. Donc nous avons la présence sur ce téléphone, et je vais vous le prouver ici, de Lenovo Launcher, donc un lanceur d'application développé par Lenovo. Moi j'en ai installé un autre, un DW Launcher, on en reparlera après. Sincèrement, c'est un lanceur qui est vraiment iOS, comme j'aime bien le dire, donc tiré dessus d'iOS, de l'iPhone. Il est assez personnalisable, donc est-ce que vous pouvez personnaliser? Vous avez l'ajout de page, le gestionnaire d'écran qui permet de déplacer les pages et de définir laquelle est la page d'accueil. Donc par exemple si je veux définir que la page la dernière c'est la page d'accueil, si j'appuie dessus, donc par exemple je sweep jusqu'à la première, hop, l'accueil est revenu à la dernière page, donc ça c'est personnalisable, comme sur beaucoup d'Android Stock d'ailleurs. Tiens, il a voulu faire un petit caméo. Les fonds d'écran, donc ça c'est classique. Le gestionnaire d'écran, voilà, on va montrer. Les paramètres du bureau, simplement c'est pour permettre de personnaliser un petit peu le bureau. Les fonds d'écran, afficher en boucle le bureau. On peut faire des sauvegardes du bureau pour ceux qui veulent, ne pas le perdre au cas où qui renouvellent le téléphone. Et le point le plus important, enfin le plus intéressant, ce sont les thèmes. Les quelques thèmes qui sont disponibles seulement développés par Lenovo. Donc il y en a 9, je dis pas de bêtises, voilà. Attends, en ligne. Est-ce que le Wi-Fi va réussir à me trouver les thèmes?
3, 6, 9, 12, 15. Voilà, vous avez une bonne. Là, j'ai déjà plus de 50 thèmes, donc vous avez une cinquantaine de thèmes différents qui sont, je crois, tous gratuits. C'est vraiment super. Et donc, si on change de thème, je vais vous le montrer. Et ce thème-là, je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé celui-là. Le thème Mirage, qui est en fait le thème de démarrage du Lenovo K3 Note. Et qui est notamment présent de base aussi sur la ROM piquée à Lenovo du Elephone P7000. Donc voilà, merci Elephone. Hein. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Vous revenez au lanceur. Logiquement, ça va faire un petit rechargement, parce que c'est logique, ça va appliquer le nouveau thème. Voilà, espérons que ça l'ait fait. Sinon, ça sera mon petit fail. Alors, si je dis pas de bêtises, ça a été appliqué. Je suis regardé par-dessus. Non, ça n'a pas été appliqué. Bon, j'ai raté. Je vais faire une petite coupure, je vais essayer de vous le montrer. Oups, mon micro a failli tomber. Oh bah dis donc. Quel tournage plein de suspense, hein. Ouh là là. Donc voilà, le thème a été modifié. Donc c'est le thème que vous retrouverez en principal sur le Lenovo K3 Note et le Elephone P7000 sous sa ROM piquée Lenovo. Donc c'est sympa, je trouve vraiment ce launcher plutôt sympa. Il est plutôt fluide. On va pas se mentir, il est plutôt fluide. Hop, j'ai un petit caméo de tous mes appareils mobiles. Mais bon, voilà. Si vous n'aimez pas un lanceur qui n'a pas de liste d'applications comme on peut le trouver sur Android Stock, je vous conseille pour ce téléphone d'installer ADW Launcher, qui lui aussi est très léger, on va pas se mentir. Il met un peu de temps à venir la première fois, mais bon, voilà, c'est comme tous les lanceurs. Et quand il vient, hop, vous avez le petit lanceur d'application. Donc il charge tout ce qui arrive, et hop. Voilà, vous avez de quoi remplacer ce lanceur si vous n'avez pas les lanceurs de type iOS-esque. Donc en résumé, un bon petit lanceur, bien développé par la marque, et c'est une bonne note. Pour ce qui est des applications préinstallées, donc il n'y en a pas beaucoup plus que d'habitude. Les seules que vous avez qui sont, on va dire, un petit peu originales par rapport à d'habitude, c'est le gestionnaire de fichiers qui est plutôt sympathique, qui même si on le retrouve sur plusieurs téléphones, celui-ci, ce modèle-là de gestionnaire, je sais plus comment il s'appelle, je l'aime bien. Celui-ci est très bien fait, et pas utilisé que par Lenovo, donc c'est un truc qui est tiré de je ne sais plus où. Donc vous avez certains services Google comme le Gmail, Google, Chrome, vous n'avez même pas YouTube, vous avez le Play Store, c'est logique. Tant mieux. Et c'est tout ce qu'il y a pour les services Google. Vous avez OneKeyLock. Donc j'ai pas bien compris son utilité, mais bon, il est là apparemment. Donc logiquement, vous faites apparaître le widget. Il est où? Je sais plus. OneKeyLock, il est là. Voilà, vous faites apparaître le widget. Et en ayant dans l'accès, on va dire, utilisateur à OneKeyLock. Non, je pensais que ça faisait ça, mais bon, en fait, non, il faut appuyer sur le bouton pour éteindre l'écran. Donc on va dire que c'est pas très utile, je trouve, mais bon, c'est présent, voilà. Vous avez une fonction Personal Hotspot qui est présente à part dans le téléphone, qui est là, en fait, qui ramène au réglage dans les paramètres. Et aussi, vous avez Security, donc qui est en fait, disons-le, en fait, un Clean Master, mais fait par Lenovo. Est-ce qu'on peut en avoir confiance autant? Enfin, pour autant, je ne sais pas. Personnellement, on va dire, je lui fais confiance, parce que Lenovo, c'est quand même une marque reconnue qui n'est pas décriée dans le monde d'Android et dans le monde des PC. Donc, je lui fais confiance, et puis, donc ça fait quelques petits trucs, notamment avec l'accès route, parce que ce téléphone, j'ai pris le temps de... Enfin, même si c'est très facile sur ce téléphone, j'ai pris le temps de le router. Et puis ça permet de donner l'accès, par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, à App Manager, qui permet de décider quelle app on peut désinstaller, même les apps système, et celle qui démarre ou pas quand on démarre le téléphone. Donc voilà, rien de spécial. Il y a assez peu d'applications, mais un gros souci sur ce téléphone, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai déinstallé, l'application Google possède une signature différente simplement de la signature qui est normalement assignée à l'application Google normale. Donc c'est-à-dire que Lenovo a une application Google qui est signée autrement. Donc ça a quand même des conséquences, on va pas se mentir, et je vais après me repartir la fiche que je ne les connais plus par cœur. Je sais, je fais pas du par cœur, mais bon, le but pour moi c'est vraiment de donner un maximum d'informations. Donc pour déjà la première conséquence, impossibilité de mettre à jour cette application. Donc vous pouvez pas la mettre à jour par le Google Play Store, parce que en la mettant à jour, ça vous dira que la signature n'est pas la même, et ça vous refusera de faire la mise à jour. Deuxième chose, impossibilité d'utiliser Android Wear avec ce téléphone. Ah tiens, une petite notification Twitter. Et puis vous pouvez voir à l'heure tardive auquel je fais ma vidéo de test. Et troisième chose, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas surveillé ou pas par cette application Google. Donc j'ai routé ce téléphone avec KingRoot pour utiliser cette application. J'ai pas pris le temps de la réinjecter dans la partie route du téléphone parce qu'elle veut pas se réinstaller hors de la partie route. Je vous avoue qu'en ce moment, même si je suis encore en vacances, j'ai pas pris trop de temps pour le refaire. Par contre, je vais essayer d'installer manuellement, sur une mise à jour manuelle, par SP Flash Tool, qui est l'application qui est faite, le logiciel pour Windows qui est fait pour installer des ROM sur les téléphones Mediatek. Car la ROM qui est donnée par TinyDeal, c'est pas la dernière en date, j'en ai trouvé une autre sur NeedROM.
Et chaque fois que j'ai réussi, vous aurez le droit à une seconde vidéo très très courte pour vous expliquer ce que apporte cette autre ROM. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur la partie, on va dire, des applications. Parlons maintenant de la mémoire. Donc la mémoire revendiquée par le constructeur est de 4 Go. Donc c'est une norme sur ce genre de téléphone pas très cher. Et je vais vous le confirmer, 4 Go. Et quand vous démarrez le téléphone pour la première fois, le temps que ça arrive, donc voilà, ça a affiché la mémoire entière. Donc vous pouvez voir que le système prend 1,56 Go au démarrage, qui a 2,44 Go d'application, plus 134, ça fait environ 3 Go de libre. J'avais noté quoi sur ma fiche? Sur ma fiche, j'avais noté 2,60 Go disponibles au démarrage. Donc voilà. Il devait y avoir des fichiers cachés au démarrage que j'ai pas fait gaffe. Donc entre 2,6 et 3 Go de libre au démarrage. Donc c'est quand même assez peu, on va pas se mentir, même si sur ce genre de téléphone là c'est normal. Mais vous pouvez installer une carte micro SD et vous pouvez déplacer en quasi-intégralité les applications sur la carte SD. Ce qui fait que sur ce téléphone qui n'est que de 4 Go, j'ai pu installer sur la carte SD environ 10 Go d'applications, donc 9,59. Vous additionnez ça aux 2,44, ça fait 9,59, 11,59, ça fait 13 Go d'applications sur ce téléphone. Sachant qu'il me reste encore 634 mégas qui peuvent être déplaçables vers la carte SD, je juge qu'on peut au moins installer entre 16 et 18 Go d'applications sur ce téléphone. C'est tout simplement énorme. C'est un excellent point de ce téléphone, le fait qu'on puisse déplacer quasiment entièrement les applis sur la carte SD. On peut se demander déjà pourquoi des grands constructeurs des constructeurs, ils sont pas forcément grands. Je vais prendre le cas téléphone par exemple, parce que eux ont carrément défait l'application, le fait de pouvoir dépasser vers la carte SD des applications. Pourquoi ce n'est pas sur chaque téléphone Android ce fait-là? Ça devrait être automatique. Un téléphone avec une carte SD, on peut déplacer les applis dessus. Après, si la carte SD de l'utilisateur n'est pas assez rapide, tant pis pour lui. Mais au moins, il ça s'appelle la possibilité de faire ça. Mais bon, au moins, très bon point pour Lenovo. Ils nous ont mis ça, vous pouvez installer plein d'applications, et même plus d'applications que sur certains smartphones qui coûtent cher. Un excellent point, tout simplement. Enfin, dernier point de la partie logicielle, ça va être les mises à jour. Donc, sur ce téléphone, oubliez le terme de... Oh, calculatrice qui a fait son petit caméo lui aussi. Oubliez le terme de mise à jour OTA, c'est simple, vous n'en avez pas dans les inventions, dans les paramètres. Donc c'est normal pour un téléphone aussi peu cher. Il n'y a aucun téléphone à ma connaissance aussi peu cher à 45€ qui a des mises à jour OTA. Et par contre ce téléphone est routable facilement et j'essaierai d'installer après la vidéo la dernière mise à jour que j'ai trouvée sur Nidrom. Si j'arrive pas, je ferai une petite news. Si j'y arrive, je ferai une petite vidéo. Donc voilà la fin de la partie logicielle. Et passons maintenant, excusez-moi pour la caméra, j'essaie de rallumer le téléphone. Là. Et nous allons maintenant passer à la partie avis sur ce téléphone. Donc nous allons commencer par les points positifs de ce téléphone. Encore une fois ma petite fiche parce que j'en prends tellement de notes à chaque fois que j'en oublie la moitié. Donc on va pas faire de bêtises, on va tout bien reprendre. Sachant que j'ai 12 000 fiches devant moi parce que j'ai d'autres tests aussi que je suis en train de faire en même temps. Je vous donne beaucoup pour vous, je vous donne beaucoup pour vous. Donc, premier point positif, un écran qui, même s'il possède un écran qui est loin d'être excellent, on va pas se mentir, c'est un écran 480p, il est vraiment d'une qualité qui est satisfaisante. Il y a une bonne colorimétrie, et comme j'ai dit tout à l'heure, si je me rappelle bien, il y a vraiment des bleus qui sont très bons sur ce téléphone. Donc l'écran, ça va être un 480p sur 5 pouces, c'est un écran 480p de haut niveau, on va pas se mentir. Deuxième point positif, même si je ne vous l'ai pas montré parce que je l'ai pas gardé pendant l'unboxing, c'est le fait que sur la caméra, quand vous recevez le téléphone, vous avez une petite lentille sur l'appareil photo, donc ça c'est un petit point que je vois très rarement, c'est vraiment une très bonne note pour protéger l'appareil photo même s'il n'est que de 2 mégapixels. Ensuite, le choix possible, le fait de pouvoir installer des applications quasiment entièrement sur la carte SD, ce qui fait potentiellement grandir la mémoire de 64 Go théoriquement, peut-être plus vers 128, peut-être plus vers 200, au moins 64 Go, ça c'est sûr. Autre point positif, la qualité de l'appareil photo qui permet de l'utiliser convenablement en pleine lumière et qui, je trouve, est adapté à la résolution de l'écran. Il faut quand même rappeler que l'écran est seulement 480p et une photo de 2 mégapixels, ça fait, je sais plus, tiens, je vais vérifier. Si j'ai pas noté ça, je vais vérifier devant vous. On prend une des photos qui me reste dans le téléphone, normalement elles sont encore toutes là, mais bon, on sait jamais. C'est les vidéos, tiens, je prends celle-là. On va aller dans détail. La photo, c'est une photo 720p. Donc voilà. Ça montre que l'appareil photo est adapté à l'écran du téléphone. C'est pas une mauvaise idée, hein. Mettre un 5 mégapixels sur ce genre d'écran, c'est pas forcément cohérent, donc 2 mégapixels convenable, ça marche bien. Ensuite, c'est le seul téléphone, au moins c'est le seul que j'ai vu sur internet, avec un CPU qui est 4 cœurs à ce niveau de prix. Combiné en plus à un GPU qui est adapté à cette résolution, cela donne un très bon niveau de performance en jeu, notamment ceux qui sont peu consommateurs en RAM, parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure, et genre pareil dans les points négatifs, les jeux qui demandent beaucoup de RAM posent problème. Ensuite, autre point positif, c'est la surcouche qui,
Vraiment sur le fond, elle est vraiment sympathique, elle permet de personnaliser son téléphone vraiment pas mal. Les thèmes, les icônes, bah, en fait les thèmes et les icônes c'est dans le même panier on va dire. Le lanceur d'application, quelques widgets fournis par Lenovo, donc c'est plutôt sympa et c'est sur ce genre de téléphone pas très cher, appréciable. Ensuite, nous avons l'ensemble des connectivités embarquées sur ce téléphone qui fonctionnent parfaitement. Donc, le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G, tout fonctionne parfaitement comparé à d'autres téléphones haut de gamme que j'ai testé juste avant, qui sont, eux, par contre, lamentables, par exemple sur le Bluetooth, même des fois sur le Wi-Fi. Ensuite, le bundle qui est donné avec le téléphone, donc le chargeur et le câble USB, qui sont vraiment de très bonne qualité selon moi et qui semblent durables. L'excellente autonomie de ce téléphone, c'est vraiment, encore une fois, un bon point. Mais un truc que j'ai oublié de vous parler dans le logiciel, c'est que il y a un problème avec ce téléphone, c'est que vous n'avez pas tout le temps des notifications avec. Donc généralement, tout ce qui est jeu, tout ce qui est news, notamment j'utilise comment ça s'appelle Frandroid, que je suis, ça, je sais pas de bêtises. Voilà, Frandroid, envoie les notifications, mais c'est souvent les mails qui ne popent pas. Donc c'est bizarre, on va pas se mentir, mais bon. Sur ce genre de téléphone, on va pas commencer à se plaindre de ne pas avoir toutes les notifications. L'usage reste quand même, on va dire, pas non plus très démentiel sur ce genre de téléphone, et si vous avez envie d'aller voir vos mails sur ce genre de téléphone, bah vous irez manuellement aller les voir, malheureusement, je suis désolé. Ensuite, la chauffe n'est pas excessive en jeu, c'est un très bon point comparé à d'autres téléphones haut de gamme, mais bon, ça semble être une constante parce que j'en ai eu plusieurs. Sur les téléphones Mediatek d'ancienne génération, les MT6592, MT6582, MT6572, même si celui-là j'en ai pas encore eu, je le testerai probablement plus tard, même s'ils sont plus tellement d'actualité, on va dire. Ils sont bloqués sur Android 4.4 et puis voilà, les performances pas démentielles. Mais bon, j'en ferai quand même au moins un et je pense à lequel je le ferai parce que j'ai déjà un peu fait des recherches. Je sais pas aller vite, excusez-moi. Ensuite, dernier point positif, le comportement général qui est tout à fait correct, notamment en monotâche, voire en double tâche si vous êtes, on va dire, sur des applications assez légères. C'est vraiment du très bon pour un appareil qui coûte moins de 50€. Ensuite, un petit point que j'ai entre les points positifs et négatifs, c'est la précision du tactile qui est moyenne, notamment sur 2 points. C'est vraiment pas très bon. C'est surtout sur un point que c'est assez précis, donc c'est pas un téléphone que vous acheterez pour un téléphone 5 ou 10 points hyper précis, type des téléphones haut de gamme, donc voilà. Passons maintenant au point négatif, parce qu'il y en a quand même, malgré tout. Je vais pas quand même être un petit nounours sur les téléphones pas très chers. Donc, premier point négatif, c'est un accéléromètre qui est on ne peut plus précis, excusez-moi, c'est un peu dommage. Donc, est-ce que c'est DHL qui a fait ça? Je ne pense pas au final, parce que DHL a été sauvé par Tinydeal avec la petite enveloppe à bulles. Est-ce que je l'ai accéléromateur? Voilà. Je vais vous montrer sur la courbe. Est-ce qu'il fonctionne? Donc voilà, vous voyez, ça fait vraiment... Ouh là, il a pris une gamelle. Il a pris une gamelle, hop là. Et comme vous pouvez voir, voilà, l'accéléromètre, quand je tourne dans un sens, ça fait des lignes dans un sens. Quand je tourne dans l'autre, ça fait des lignes dans l'autre. Donc il est vraiment impressionnant. Ça devrait suivre, ça devrait faire une sorte de courbe comme ça. En fait, là, ça fait clouc, 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 clouc. Ça fait des gros à-coups, donc ça montre... En fait, ça explique pourquoi j'ai pas utilisé l'accéléromètre dans Riptide GP2, parce que normalement, Riptide GP2 fonctionne même avec l'accéléromètre, comparé à Giant Boulder of Death. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, sur ce genre de téléphone, encore une fois, on va pas se plaindre de ça. Ensuite, les 512 Mega de RAM. Alors c'est un point négatif, parce qu'ils sont, je pense, étouffés par la surcouche. C'est vraiment dommage. Certains jeux peuvent se lancer sur des MT6572 ou MT6582 avec 512 Mega de RAM, mais là, étant donné qu'il y a une surcouche en plus qui vient, on va dire, pas gâcher, on va dire, le truc. Alors je me rends compte que l'écran est un peu faible, excusez-moi. Voilà, on va remettre un peu plus fort. Donc excusez-moi depuis tout à l'heure si vous voyez pas grand chose sur l'écran, mais bon, c'est pas très intéressant, on va dire. Voilà. C'est dommage, sincèrement, je pense que la surcouche étouffe les 512 Mega de RAM. Sur un Android stock, je suis quasiment sûr, parce que j'en ai déjà vu que ça fonctionne. Notamment des jeux comme Asphalt 8, je crois qu'une fois, je l'ai fait fonctionner sur un téléphone, on va dire, avec un CPU assez faible et 512 Mega de RAM. Je sais pas si je l'ai pas fait d'ailleurs sur la Q88. Faudra que je réessaye, et je vous ferai, je sais pas, peut-être une petite annotation petite annotation ici. On verra. Au moins, je marquerai que j'ai pas fait. Donc voilà, la RAM c'est le point faible de ce téléphone et avec 1 Go de RAM ce téléphone serait tout bonnement excellent. Ensuite, autre point négatif, c'est qu'à chaque message envoyé depuis un opérateur virtuel, notamment moi qui était sous Virgin Mobile et qui maintenant est changé, le mobile vous prévient que vous devez envoyer votre SMS en itinérance, ce qui est plutôt gonflant. Mais c'est un bon mauvais point positif, parce qu'en fait ça vous permet aussi de pouvoir vous sauver de plusieurs SMS ratés. Par exemple, vous marquez, je sais pas, vous voulez marquer gonflant et vous marquez gonflant. Hop là, ça vous pop le message et vous faites ah non. Et comme ça, le SMS ne s'envoie pas. Et c'est un faux bon point à dire. Donc voilà. Ensuite, autre point négatif que j'ai vu sur beaucoup de téléphones, c'est l'application musique qui s'arrête quand elle est virée du multitâche. Donc c'est un défaut iOS-esque, encore une fois, c'est un mot que j'ai inventé et que je vais adorer tout le long des vidéos. C'est un défaut iOS-esque qui est vraiment gênant, je trouve.
Ensuite, autre point qui est étonnant, c'est le fait qu'il y ait pas mal d'applications du Play Store qui sont incompatibles. Notamment, je les ai notées sur la petite liste. Il y a Google Keep, que vous avez pu voir d'ailleurs normalement pendant la vidéo. Google Keep qui est là, qui n'est pas sur le Play Store. Il y a aussi Basket Info, donc l'application que j'utilise d'habitude pour les news de basket et qui vous pop des pubs porno. Excusez-moi pas, mais je vous le rappelle sur les autres vidéos. Vous avez aussi Up by Jawbone, que je me sers depuis que j'ai le Zenfone 2 pour traquer mon activité au quotidien avec ma montre Android Wear. Bah, d'ailleurs, Android Wear en tant que tel n'est pas compatible. Je pense que c'est aussi venu du problème de la compatibilité avec Google. Donc voilà, ça m'a forcé à installer. Ça m'a forcé à installer Aptoid. Donc si vous utilisez ce téléphone et que vous avez certaines applications qui peuvent tourner d'habitude sur des téléphones aussi bas de gamme, entre guillemets, installez Aptoid et vous allez retrouver ces applications sur ce market alternatif. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a Dead Trigger 2. Et si je dis pas de bêtises, celui-là aussi bug sur le téléphone et ne peut pas se démarrer jusqu'au bout à cause de l'arme. Et ça, malheureusement, je ne sais plus parce que ce téléphone, en fait, je l'ai testé il y a 2 semaines. J'ai fini le test avec la carte SIM. J'ai fait les autonomies en 3-4 jours. J'ai fini une dernière autonomie il y a 2 jours. Et entre deux, je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais d'autres trucs en test. Donc, excusez-moi, j'ai des petits trous de mémoire et j'essaie de ne pas refaire ça à l'avenir. Dernier point négatif, c'est l'écran qui est, entre guillemets, constamment sale. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'écran, ça se voit pas à la caméra. Mais en fait, comme c'est pas une vitre qui est en verre lisse, j'essaie de prendre un téléphone. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Bah tiens, le Zenfone 2. Hop. J'essaie de mettre la luminosité un peu plus fort. Voilà. Hop. Petite capture d'écran, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, on voit plus de grains. On va dire un peu toutes les couleurs sur le Lenovo que sur le Asus. En fait, pourquoi? Parce que dès qu'il est arrivé, en fait, l'écran, je sais pas, en fait, il y a cette sorte de matière qui fait qu'il est tout le temps avec une sorte de petites couleurs. Alors moi, je suis en train de regarder. Sincèrement, je vous dis, c'est pas gênant à l'œil, mais ça se remarque au premier démarrage, on va dire. Ça se remarque quand vous le démarrez pour la première fois, ça fait un petit truc bizarre. C'est pas gênant, on va dire. C'est pas du genre à vous gâcher la vision, mais vous êtes surpris la première fois que vous prenez le téléphone en main. Excusez-moi pour la caméra. Donc voilà pour le dernier point négatif. Et 2 petits bugs que j'ai remarqués. Première fois que j'ai installé Asphalt 8, l'installation n'a pas pu se faire jusqu'au bout. Et j'ai 1,5 Go d'application, on va dire, un peu morte, vu qu'elle n'était pas installée entièrement, qui est restée dans la partie de stockage interne, donc pas sa carte SD. Ce qui fait que je ne pouvais plus rien installer sur ce téléphone. Et donc j'ai dû faire ça s'appelle un factory reset, donc un retour aux paramètres d'usine du téléphone. Et là, encore une fois, un petit point à dire un peu gênant. Quand vous allez là-dessus, hop, restaurer valeur d'usine, réinitialiser le téléphone, vous tombez sur ce genre de menu en chinois, donc vous devez taper ici, vous allez arriver sur un autre menu, voilà, et vous devez taper ici, donc je vais pas le faire pour pas, donc voilà, hop, deny pour pas qu'il me donne l'accès route, voilà, donc c'est pas vous le montrer parce que j'ai pas eu tout des... floutage ici, donc voilà, je vais pas vous le montrer pour éviter de désinstaller tout ce que j'ai dessus, parce que je compte le passer à quelqu'un qui va sûrement le faire lui-même. Et donc voilà, c'est une réinitialisation nécessaire pour retrouver une mémoire qui est saine. Et je trouve ça bizarre. Bon, ça m'est arrivé une fois, depuis ça n'est pas réarrivé. Même avec des applications qui ont rebugué derrière, ça m'a pas fait ce problème-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser que avant de faire ce redémarrage, il y avait quelques applications en plus. Il y avait quoi? Il y avait Beidou Browser, si c'est pas de bêtises. Il n'y avait pas qu'une master, il y avait au moins Beidou Browser. Voilà. Et qui a disparu après leur démarrage. Donc je pense que c'était une deal qu'il a dû l'ajouter. Je sais pas pourquoi. Ensuite, deuxième bug, c'est le fait que YouTube soit bloqué en 320p. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais vous le montrer. Je suis désolé de passer autant de temps sur des trucs comme ça, mais j'aime bien montrer pour que vous soyez sûr de ce que je vous dis. Et ça permet aussi des fois de me tromper, on va dire de montrer des trucs qui sont pas vrais au final. Donc on va se rechercher nous, donc vous pouvez voir déjà tout ce que je recherche. Donc Statman, voilà. Est-ce qu'on va se trouver? Statman, non. Statman Inco, voilà. 35 abonnés, wouh! Tiens, dernière vidéo. Donc, qualité, et voilà. On est bloqué en, excusez-moi, 360p. Pourquoi j'ai manqué 320? Quel con. Donc je suis bloqué en 360p, donc je sais pas si c'est du fait que la définition ne soit pas prise en charge. Ce qui me paraît bizarre, parce que logiquement, de 480p c'est pris en charge. Donc voilà, mais bon. Entre 320p, enfin 360p et 480p, c'est pas une grosse différence. Et puis, je vous jure qu'à l'œil nu, c'est convenable, on va pas se mentir. Et là, vous pouvez voir que la vidéo est bel et bien prise en... Enfin, en fait, qui ne prend pas non plus en charge la vidéo en 60 images secondes, parce que là, vous avez bien vu le mouvement... Vous voyez bien les mouvements qui sont en 25 images secondes recodés par YouTube.
C'est dommage parce que mes vidéos, je le précise, si vous l'avez jamais remarqué, sont filmées en 50 images secondes. Ce qui permet par exemple sur les jeux qui déconnent, vous montrer que les jeux déconnent réellement. Et donc voilà. Et enfin, dernier petit bug que je vais noter, je vais vous en parler, mais je l'avais déjà vu tout le long de la vidéo, c'est le bouton poubelle dans le multitâche qui tout le temps fait redémarrer le lanceur, le vire de la RAM. Donc ça c'est quand même assez dramatique, j'ai envie de dire, mais bon. Vous perdez 10 secondes à chaque fois que vous utiliserez ce bouton là, et vous prendrez l'habitude de défaire les applications une à une du multitâche. Donc voilà pour la partie des bugs, et passons maintenant à une conclusion sur ce téléphone. Donc, déjà, premier point, je cesse de le répéter parce que j'ai déjà eu des trolls dans les commentaires, un téléphone à 45€ ne doit pas être comparé à des flagships de cette année. Donc, ne me comparez pas ce téléphone à un iPhone 6, un Samsung Galaxy S6, un Samsung Galaxy S6 Edge, un Galaxy Note 4, un Galaxy Note 5, un HTC One M8 M9, un Sony Xperia Z3, Z4, même voir Z5 avec son écran 4K maintenant, ça c'est de la folie. Un OnePlus One, un OnePlus 2, tout ce genre de téléphone, je veux pas de comparaison là-dessus. Ce téléphone doit être remis dans son contexte. Et son contexte, lequel il est. Qu'est-ce que nous avons pour 45€? Nous avons un smartphone Android plutôt récent, parce que c'est quand même bien, je trouve, sur un téléphone même à 50€ d'avoir Android 4.4 préinstallé, et de ne pas avoir 4.2, 4.0, voire même des fois encore, j'en trouve encore, des téléphones sur Android 2.3 avec des processeurs Spectrum, c'est ça comme ça que ça s'appelle? Je sais plus. Ceux qui reconnaissent cette petite imitation, lève la main. C'est pas méchant, c'est juste taquin, hein. Faut pas commencer à me pousser dans les commentaires, c'est juste de la rigolade. Hein. Ensuite, deuxième point sur ce téléphone, nous avons un processeur qui est de chez MediaTek. Même s'il est bridé par de la RAM, on voit quand même que ce processeur peut délivrer de bonnes performances même sur un téléphone bas de gamme. Il est bridé un peu par la RAM, mais bon, c'est pas un processeur Spreadtrum ou un processeur Rockchip par exemple qui eux sont bien moins connus, ils sont un peu plus déconnants. Nous avons aussi une autonomie excellente en tout point, dans tous les usages. Même si on peut se poser la question de savoir si ce téléphone est réellement adapté à quelqu'un qui voudra un usage intensif du téléphone. Sincèrement, il ne l'est pas, parce qu'il ne pourra pas tirer profit, par exemple, de regarder Facebook en même temps qu'il regarde une vidéo, de passer de Facebook à YouTube en même temps. Là, il pourra pas, c'est clair. Le launcher va se redémarrer, et les applications se redémarreront, ils mettront 10 pour démarrer. Donc, pour une utilisation intensive, c'est pas un bon téléphone, je vous le déconseille. L'écran ne donne pas la gerbe, donc pas comme, entre guillemets, comme d'autres téléphones qui ont des écrans TFT, voire TN, qui ne sont pas IPS. Là, nous avons un écran IPS de 5 pouces. Donc ça donne des angles de vision, notamment dans ce sens-là, qui sont très décents, sincèrement. Bon, dans ce sens-là, je peux pas vous mentir, il faut pas regarder une vidéo à 2 ou à 3, parce que ceux qui sont à droite et à gauche de vous vont, eux, par contre, voir des choses bizarres. Mais en regardant de face, l'écran est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, l'appareil photo qui est décent pour un 2 mégapixels en pleine lumière, ça, je le répéterai toujours, et ça sera mon point de valeur maintenant, comme le Zenfone 2 en termes d'équilibrage, on va dire, général. Ce téléphone nous montre qu'on peut faire l'impasse d'une caméra, on va dire de 2 caméras pourries, donc je vais vous la ressortir. Je la cherche, elle est à côté de moi. On peut faire soit ce choix-là, comme la Q88, d'avoir une caméra frontale pourrie, une caméra dorsale pourrie, ou faire comme Lenovo, je rerange la Q88, ou faire comme Lenovo, le fait de d'oublier cette caméra, on la vire, et on met une caméra 2 mégapixels qui est on ne peut plus décente. Celle-là, elle est vraiment pas mal. C'est un choix que je trouve excellent et que je prendrai comme exemple toujours. En plus, si vous lui assignez le petit flash que vous branchez dans la prise jack qu'il y a dans le colis à 20€, ça en fait un téléphone encore plus décent en termes de photos. Et enfin, je lui trouve, on va dire, une autre utilité, c'est le fait que c'est un excellent lecteur MP3 ou MP4. Bah oui, parce que, par exemple, encore une fois, si on le compare à un truc que je possède aussi, à un iPod Touch, même 4, ce truc-là va encore plus cher qu'un téléphone comme ça. Alors je rappelle, je ferai d'ailleurs une petite vidéo, j'ai pensé ça juste avant la vidéo, une petite vidéo de fight, on va dire, de duel, entre l'iPod Touch 4 et le Lenovo A399, en termes de lecteur MP4, on va dire. Parce que ce téléphone-là, il faut le rappeler, processeur simple cœur 800 MHz, processeur quad-core avec 1,3 GHz, excusez-moi. 256 MB de RAM, 512 MB de RAM. Bon, 16 Go de mémoire, ça c'est un point fort, on va dire. Mais ceux-là ne sont pas extensibles. 4 Go de mémoire extensible, vous pouvez mettre plein d'applis dessus, il n'y a pas de souci. Peu de compatibilité, excusez-moi, et système fermé. Compatibilité moyenne avec les applications, mais système ouvert et routable. Là, vous pouvez déjà le breaker, mais bon, voilà. C'est toujours une chose. Donc, sincèrement, ça peut être un excellent lecteur MP3, MP4 pour quelqu'un qui recherche on va dire, un iPod Touch-like qui reste décent. Donc, bref, malgré ses défauts, j'ai apprécié utiliser ce téléphone pendant 2 semaines en tant que smartphone personnel. Parce que oui, j'en ai profité pour l'utiliser pendant 2 semaines. Je l'ai pas utilisé pendant 5 ou 6 jours comme je fais d'habitude. Là, 2 semaines, parce que je voulais vraiment être sûr de mon coup. Et d'ailleurs, il a pris la place de mon maintenant actuel Zenfone 2,
qui possède ce petit truc que j'ai présenté dans le colis à 20 € que beaucoup n'aiment pas. Moi ça me fait rire, ça fait un petit truc marrant. Et ce téléphone, je le recommande chaudement à toute personne qui n'a pas des exigences qui sont les miennes, c'est-à-dire très élevées, on va pas se mentir, et qui recherche un petit smartphone sympa. Mais je le recommande aussi, on va dire, pour une personne qui cherche à s'acheter ou à s'offrir, ou à offrir à quelqu'un, un lecteur MP4 tout à fait décent, type iPod Touch. Je pense qu'il peut largement faire l'affaire, et avec une vidéo de duel que je ferai contre l'iPod Touch, on pourra en reparler, et on verra si ma pensée que j'ai sur ce téléphone, en tant que lecteur MP4, peut être fondée. Et surtout, rappelez-vous que c'est un excellent rapport qualité-prix. Il est maintenant à moins de 45 € hors taxes, frais de livraison compris. Donc frais de livraison compris, ça veut dire qu'une livraison entre 15 et 30 jours par la poste. Disons que si vous prenez par exemple European Express, je crois que ça vous coûtera une cinquantaine d'euros. Si vous prenez Post & Larmel, je sais plus s'ils sont disponibles pour ce téléphone-là, mais bon, faudra que je vérifie. D'ailleurs, je crois que ce téléphone est en stock en Allemagne, sur Tiny Deal, mais bon, encore une fois, je dis peut-être une connerie. Vous irez voir de vous-même si je crois que vous voulez l'acheter. Vous en avez pour votre argent, même en livraison assez rapide, pas DHL. Et là, je vais le gueuler pour faire saturer le micro. Pas de DHL, merci. Le micro est devenu fou là, je l'ai vu sur l'ordinateur. Excusez-moi si vous avez tué vos oreilles. Et j'attends vos commentaires sur ce téléphone qui est sincèrement de l'ultra low cost. Et donnez-moi vos impressions. Est-ce que ça peut être un téléphone décent selon vous? Dites-moi si chaque fois les points positifs, négatifs et les bugs que j'ai trouvés vous conviennent. Ou si après avoir vu mon test, après avoir vu tout ce que je vous ai montré, est-ce que vous y voyez d'autres points positifs, négatifs, ou si vous êtes d'accord relativement avec mon avis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de test du Lenovo A399, qui j'espère sera en dessous des 1 heure, mais bon, encore une fois, je ne me fais pas d'illusions. J'espère en tout cas, parce que voilà, c'est un téléphone qui est très intéressant. Sincèrement, il est très intéressant sur l'ultra bas de gamme, mais j'ai des téléphones plus intéressants qui vont arriver, et qui plairont aux gens qui adorent les flagships. Excusez-moi. Notamment des téléphones avec des processeurs Mediatek plus récents, avec des téléphones avec des processeurs Snapdragon 801. Oui, il y en aura un qui coûte environ 160 €, qui arrivera en test d'ici, je pense, un mois et demi, parce que le téléphone, je l'ai juste commandé il n'y a pas longtemps. Parce que oui, les téléphones, pour l'instant, je les commande, j'ai pas de partenaire qui me permet de me fournir les téléphones gratuitement ou quasi gratuitement. Donc on fait ce qu'on peut, j'ai des ressources et j'essaie de vous donner des opinions les plus franches et objectives possibles sur les téléphones que moi-même je sélectionne. Sincèrement, je pense que le fait que je sélectionne mes téléphones, ça m'aide beaucoup à être objectif, parce que ça m'évite de me dire, on m'a filé le téléphone, bon, je vais être négatif parce qu'on me l'a filé parce que c'est de la merde, ou oh purée, on m'a filé un OnePlus tout gratuitement, vas-y, je vais en faire une super chose, parce que là, sincèrement, ce téléphone, il est trop bien. Non, je suis pas dans ce genre-là, moi je suis du genre objectif, cash, franc, y a pas de souci. Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, hein. Et laissez un petit commentaire pour me dire « Oh, t'adore !» Excusez-moi encore. Et si chaque fois vous voyez des soucis à cette vidéo, si vous avez des idées pour améliorer mes vidéos, eh ben dites-le moi aussi, et si ça vous fait plaisir, mettez-moi un pouce rouge, ça change rien. C'est juste pour me dire que vous aimez pas, mais dans ce cas-là, autant me mettre un bon commentaire, où vous m'insultez pas, mais vous dites franchement ce qui va pas, que de me mettre un pouce rouge et de dire voilà. Donc dans mon langage super simplifié. Donc soit je tourne en rond, je tourne en rond. On se revoit très bientôt pour une future vidéo de smartphone, de test ou d'autres choses sur ma chaîne. C'est ça, c'est tout n'importe quoi. Allez, salut! Peace out. Alors juste petit point que je souhaite rajouter, parce que là j'étais totalement oublié pendant le test, là je suis un tout petit peu après le test, donc je filme sans le micro et sans le pied, je suis totalement hors cadre on va dire. Pour 5 € de plus, donc c'est pour 3 € de plus, excusez-moi, vous avez la petite protection en plastique mou que j'ai prise tout le temps, qui va servir pour la personne à qui je laisse ce téléphone, et vous pouvez aussi avoir un écran de protection, donc ça peut permettre de protéger les rayures. Donc voilà, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment sympathiques, donc j'ai pas encore ouvert la protection d'écran, je peux vous mentir. Mais ce que j'en ai vu, elle est sympa. Et la protection, je l'ai utilisée pendant une partie de mon test. Aussi. Et sincèrement, elle a empêché à chaque fois de faire sortir le téléphone de son... Même si c'était déjà pris des gamelles avant qui n'étaient pas sortis de son... l'arrière n'est pas sorti de l'avant. Donc voilà, c'est vraiment un truc bon à avoir qui permet de rendre le téléphone un peu plus durable. Donc voilà, c'était le petit point hors champ, on va dire. Et maintenant, on va s'arrêter là. Peace out. Salut. Au revoir. Hasta la vista.